Bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, l'échec de Genève 2 sur la Syrie. Les États-Unis accusent la Russie. Le conflit syrien, le voyage d'un frère à la recherche de sa sœur qui a répondu à l'appel du djihad. Et puis Alstom est en train de construire le tramway de Dubaï. Plusieurs centaines de jeunes Français auraient cédé à la tentation du djihad en Syrie et combattraient dans le pays. De nombreuses familles ont vu un de leurs enfants partir pour s'engager aux côtés des djihadistes. Une équipe de France 2 a pu suivre le voyage d'un frère à la recherche de sa sœur partie en Syrie. Elle n'a que 15 ans, elle ressemblait à une adolescente comme les autres. Ses parents, comme son frère, ont été stupéfaits d'apprendre qu'elle avait été rejoindre ce pays en guerre. Son frère a décidé de partir pour tenter de la retrouver. C'est le voyage de la dernière chance pour Fouad. L'histoire d'un grand frère anéanti, prêt à aller chercher sa petite sœur de 15 ans jusqu'en Syrie, à 6000 km de chez lui. Pour lui, il y a urgence. Nora, 15 ans, une lycéenne sans histoire, partie du jour au lendemain, dans un pays en guerre. Je suis angoissé et j'ai peur pour elle. Si elle est en bonne santé, si elle n'est pas malade, si elle n'est pas blessée, si on va profiter d'elle, de sa faiblesse, c'est ça qui me fait peur. Je peux pas la laisser, c'est pas possible, c'est ma sœur. Non, ça c'est hors de question. Son entourage ne l'a pas vu basculer. Tout s'est fait sur Internet, en quelques semaines. Elle y montre un tout autre visage. Là, il y a écrit... Oui, je tue au nom d'Allah. Dernière preuve de vie, cette photo d'elle entièrement voilée, méconnaissable. On l'a bien manipulé. Puis ils sont très forts. Pour la faire changer comme ça, c'est qu'ils sont vraiment très forts. Depuis qu'elle est en Syrie, ils échangent quelques messages. « N'oublie pas dans quel endroit je suis », écrit-elle. « C'est impossible de revenir. Je change de place demain. Apaise le cœur des parents. Dis-leur que je vais bien. » Aux dernières nouvelles, Nora a été promise au mariage en Syrie. Alors son frère a décidé de partir à sa recherche en suivant ses traces. Le même trajet, de Marseille à Hatay en Turquie, 40 km de la Syrie. Fouad n'a qu'une obsession, traverser la frontière et la récupérer coûte que coûte. Mais il n'a ni plan ni contact. Une quête désespérée qui commence ici. Au bout de cette route, la Syrie n'est qu'à quelques centaines de mètres. C'est un Syrien qui lui montre. Tu vois là, juste derrière ces champs, eh bien c'est le tout premier village syrien. Ça vous fait quoi d'être là à quelques centaines de mètres? Ah, j'ai envie d'y aller. Si proche et si loin à la fois. Au poste frontière de Bab al-Hawa, les douaniers turcs sont catégoriques. Ici, on ne laisse passer que des Syriens. Les étrangers, c'est non. Environ 100 $ pour un passage clandestin. Mais Fouad n'a pas confiance. Il a peu d'argent, ne parle qu'un arabe approximatif, mais surtout il est seul. Alors tous ceux qu'il croise lui conseillent de renoncer. N'y va pas comme ça, c'est trop dangereux. Essaye d'abord de rentrer en contact avec elle. Mais j'y arrive pas, c'est impossible. Mais tu ne peux pas y aller clandestinement. En plus, où est-ce que tu vas la chercher? C'est très vaste. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. 2 jours et 2 nuits pendu au téléphone pour tenter de joindre sa sœur. En vain. Pour Fouad, l'espoir de la retrouver s'éloigne. Mais sur la route de l'hôtel, un coup de téléphone. C'est un Français. Il se présente comme un combattant islamiste en Syrie. En fait, moi, je suis un des responsables, tu vois, du groupe des Français. Ouais. Ici, et donc, en fait, voilà, je voulais juste clarifier juste certains points. Vas-y. Ta sœur, Wallahi, akhi, elle est en sécurité. Et Wallahi, akhi, elle est venue ici par son propre choix. Elle n'a pas été embrigadée par personne. Et elle n'est pas retenue de force. Il y en a plein qui sont arrivés, ils ont voulu repartir. T'as entendu parler des 2 jeunes Toulousains, par exemple? Ouais, j'ai entendu parler. Ils sont arrivés, ils m'ont dit je veux repartir, je vais faire repartir. Ta soeur demain elle me dit je veux repartir, elle va repartir. Il n'y a personne qui est prisonnier ici, frère.
Mais sache une chose, moi je vais pas la remplir de force, mais sache une chose, je te laisserai pas la forcer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si elle veut rester, moi je serai entre vous deux. Si elle veut rester, tu pourras pas la forcer à partir d'ici. Ouais, je comprends. L'homme dit-il la vérité? La sœur de Fouad est-elle réellement libre de choisir, de partir ou de rester? De retour à son hôtel, après 3 jours d'échecs et de déception, Fouad entend enfin la voix de sa sœur. Je vis par rapport en France j'étais toujours triste, j'étais toujours mal, et vous vous en êtes jamais rendu compte, ça. Et comment tu veux qu'on s'en rende compte? Tu nous dis rien? Vous me forcez d'aller à l'école, être koufar, vous me forcez tant de choses. Bah l'école, c'est important l'école. Vous êtes pas content de me voir heureuse? Bah on sait pas que t'es heureuse parce que t'étais pas avec nous. Vous êtes pas content de me voir heureuse dans cette terre? Tu sais, moi, que j'ai pas la France. Ah, faut que tu sois en sécurité, elle va y aller. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Mais non, t'inquiète pas, je suis dans une zone sécurisée. Personne peut rentrer, personne peut venir là. Et on a même tiré. On a fait des tirs, on est parti dans un champ, où que c'est vide, on a appris à tirer. Pourquoi vous avez appris à tirer? Mais comme ça. Tu vas pas faire la guerre, j'espère. Bah non, là, pas maintenant, je peux pas. Pourquoi pas maintenant? Parce qu'il y a pas, je fasse quoi? Tu fais pas la guerre du tout même, il y a pas maintenant, il y a pas. Je fais pas la guerre. La conversation dure plusieurs minutes. C'est où alors au juste? Difficile pour Fouad de savoir si la jeune fille parle sous la contrainte. Ouais, t'es heureuse d'être là-bas, c'est ce qu'ils disent tous ceux qui sont dans des sectes. Ils disent tous ouais, qu'on est heureux, on est heureux ce qu'on fait, on a la belle vie. Ça, faut voir réellement si c'est vrai ou c'est pas vrai. Lui qui s'était juré de la ramener avec lui repart en France, le cœur brisé, sans elle. Comme Nora, 600 Français seraient déjà partis en Syrie, dont 6 mineurs. Depuis le début du conflit, 21 ont déjà trouvé la mort. Sur le plan diplomatique, la deuxième session de négociations sur la Syrie de Genève est un échec. Le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé la Russie de favoriser la surenchère du président Bachar al-Assad et d'avoir empêché une solution négociée au conflit syrien. La Russie a rejeté ces critiques. Cet échec n'est pas une surprise. L'objectif de Bachar al-Assad était de gagner du temps, celui de Vladimir Poutine de devenir incontournable sur la scène internationale. Les explications d'Ashraf Verdian. Lakhdar Brahimi, l'air résigné. Genève 2 s'est achevé sur un constat d'échec total. Le négociateur en chef de l'ONU a tenu à assumer sa part de responsabilité. Je suis très désolé et je m'excuse auprès des Syriens qui espéraient vraiment que quelque chose se passe ici. Le premier cycle de discussion à Genève en janvier dernier avait eu le mérite de faire asseoir régime et opposition syrienne à la même table. Mais le deuxième cycle s'achève sans aucune autre avancée. Au cœur du blocage, les sujets à évoquer. Le régime a tenu à parler de la lutte contre le terrorisme, quand l'opposition a fait du départ de Bachar el-Assad l'enjeu principal. Les deux camps se sont mutuellement rejeté la faute. Tout le monde fait de son mieux pour saper le processus dans son ensemble, que ce soit Israël ou malheureusement l'administration américaine, ou même les sponsors de la soi-disant coalition et de l'opposition. Vraiment, il n'y a rien de positif que nous puissions retenir. Nous avons été très déçus, non seulement par le régime, mais aussi par leur soutien, et en particulier les Russes. Déception relayée par les chancelleries européennes et par Washington, convaincus que Damas n'a aucune intention de faire avancer le processus de paix. Pour eux, le régime cherche juste à gagner du temps et à consolider son pouvoir sur le terrain. Mais l'opposition a aussi sa part de responsabilité dans l'échec des négociations. Minée par ses querelles internes, vivant souvent en exil et donc déconnectée des réalités de la guerre, elle peine à incarner une alternative légitime et représentative. Cette opposition étant elle-même très divisée et ne sachant pas véritablement, je crois qu'on peut le dire, sur quel pied danser, à cause de leur division, à cause de leur peu de présence effective sur le terrain, où ils sont sans arrêt mis à l'arrière par les différents groupes de djihadistes qui combattent véritablement le plus sur le terrain, ils n'avaient donc pas grand-chose à apporter à ce Genève 2. Un manque d'autorité et de résultats, c'est aussi ce qu'une partie de l'opposition reprochait à Selim Idriss, le chef d'état-major de l'armée syrienne libre. Accusé notamment de passer trop de temps à l'étranger, il a été limogé et remplacé ce lundi. Division de l'opposition, intransigeance du régime, l'avenir des pourparlers de paix est aujourd'hui en question. Aucune date pour une nouvelle rencontre n'a été fixée pour le moment.
Les suites de l'attentat d'un bus de touristes dans le Sinaï en Égypte. Une bombe a explosé alors que le bus s'apprêtait à passer en Israël. Les passagers étaient des Sud-Coréens. Au moins 3 personnes ont été tuées. C'est officiel, un groupe djihadiste, Ansar Beit al-Maqdis, a revendiqué l'attentat. Basé dans le Sinaï, ils somment tous les touristes de quitter l'Égypte avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont jusqu'au 20 février pour partir. Après 10 mois de blocage, le Liban sort enfin de l'impasse politique. Une nouvelle équipe autour du Premier ministre Tamam Salam qui rassemble 2 camps rivaux, le puissant Hezbollah chiite et la coalition du 14 mars de l'ancien Premier ministre Saad Hariri. La formation de ce nouveau gouvernement a été largement saluée au niveau international. La ville de Dubaï est la toute première ville du Golfe à s'équiper d'un système de tramway. La ligne sera inaugurée en novembre. Le projet est évalué à 750 millions d'euros. C'est une véritable vitrine pour Alstom qui espère bien décrocher d'autres contrats dans la péninsule arabique. Au pied des imposantes tours de Dubaï, le savoir-faire français gagne du terrain. Dans 9 mois, la ville des 1001 folies aura son tramway et il sera tricolore. Mais comme ici, rien ne se fait sans luxe et démesure, les ingénieurs ont dû s'adapter et soigner les apparences. Ce tram est reconnaissable entre tous parce que ce nez est tout à fait particulier et qui, vous le remarquerez, a la forme d'un diamant taillé. À l'intérieur, pas question non plus d'un tramway classique. 3 classes, dont une réservée aux femmes et aux enfants. Et pour la première fois au monde, la Gold Class comprenait la partie réservée aux plus riches, digne d'une limousine. Des accoudoirs en bois, des porte-documents en cuir. Le chantier à 750 millions d'euros est titanesque. 5000 ouvriers, 10 km de voies, 11 stations climatisées. L'ensemble doit résister à des températures extrêmes de 50 degrés. Dans la banlieue de La Rochelle, une autre rame est déjà prête à partir pour Dubaï. L'usine a un carnet de commandes rempli 1 an à l'avance. 1300 personnes travaillent sur le site. Mais pour préserver ses emplois en France, le groupe doit absolument remporter de nouveaux contrats face au principal concurrent allemand Siemens. Dubaï est donc la vitrine qui doit donner envie aux riches voisins comme le Qatar ou Abu Dhabi de construire eux aussi leur tramway français. C'est la fin de ce magazine. Merci à Johanna Coquerel, Jeanne Lavenant et Stéphanie Cheval, toutes les équipes techniques. Et merci de votre attention. À très bientôt sur France 24.